Bonjour, donc on va maintenant, on a fait la transition tout à l'heure, je ne sais pas si on m'entend bien. On a parlé, on a fait le lien avec la biodiversité. La biodiversité, on va en parler ensemble, hein, c'est aussi parfois un mot un peu valise. On va commencer d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Alors, moi je suis Florian Faure, je suis maître de conférence à l'Institut Agro Montpellier. Je suis directeur du département biologie et écologie et je porte la formation d'ingénieur biodiversité, eau, sol, climat et environnement. Et pour mon parcours, je suis écologue de formation et aussi fils d'agriculteur. Donc ça a créé quelques petites dissonances cognitives, mais ça me permet aujourd'hui de discuter avec pas mal de public. Voilà. Et Hervé. Bonjour, je suis Hervé Brustel, enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan. Alors, je suis de spécialité entomologiste et biologiste de la conservation. J'enseigne la zoologie et l'écologie en première année. Surtout, je suis depuis peu titulaire d'une chaire biodiversité que l'on a construite avec le Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie, donc Purpan Seine. Pourquoi ? Parce qu'on avait beaucoup d'ambition sur ces thématiques-là et le fait de s'adjoindre à l'aide de 150 salariés de plus pour nous aider, c'était une belle opportunité. On a fait ça pour l'action, avec nos étudiants notamment. On l'a fait pour la formation et maintenant pour la formation continue. Merci. Je vais vous reposer la même question que tout à l'heure, mais sur les représentations de la biodiversité. Mais avant, je voudrais qu'on précise le périmètre de quoi on va parler finalement, de quelle filière. Quand on parle de biodiversité, l'intervention qui est commune à vous deux, c'est finalement, il y a une définition, on va intervenir sur des personnes qui gèrent de la gestion foncière, mais est-ce qu'on peut donner, Florian, quelques précisions ? En tout cas, dans les formations qu'on porte, on va de la gestion de la biodiversité à l'échelle de la parcelle, de la communauté végétale ou animale, et parcelle productive dans le cadre de production agricole, jusqu'à la gestion des espaces et des habitats chez des entreprises notamment qui ont des gros fonciers qui ne sont pas forcément utilisés, qui ont envie de valoriser ces aspects-là. Donc nous, dans nos formations, et je pense que c'est pareil pour vous, on balaye vraiment l'usage et puis la valorisation et la conservation de la biodiversité de la parcelle jusqu'au paysage en fait. D'accord, donc finalement on va parler de foncier pour la production, mais aussi pour la gestion pure du foncier en lui-même. C'est bien ça ? Oui. Alors, les professionnels avec lesquels vous travaillez, quelle image, quelle représentation, quels sont les a priori qu'on peut avoir sur la biodiversité ? En fait, il y a pas mal d'a priori, à la fois positifs et négatifs sur la biodiversité en fonction des origines, des formations, un peu de l'idéologie aussi. On est souvent pas loin de l'idéologie. Et une partie de nos formations, c'est arriver à reconstruire cette conception de la biodiversité et à faire venir la science dans ces raisonnements. Souvent, certains publics idéalisent complètement le fonctionnement d'un écosystème, le fonctionnement d'une communauté et imaginent que tout se passe au mieux dans la nature, alors que d'autres ont une vision beaucoup plus négative. Alors effectivement, on peut peut-être citer, il y a des représentations un peu faussées que tu peux peut-être illustrer. Je sais pas si. Oui, je pense que c'est important de rappeler ce spectre de représentation qu'ont les uns et les autres. Je pense que vous tous, vous avez votre propre idée de ce qu'est la biodiversité, de ce surtout à quoi elle peut servir. Ça, c'est important dans nos formations agronomiques quand même. Mais on fréquente aussi des publics qui ne sont pas forcément dans l'acte de production agricole et qui ont peut-être un rapport moins évident ou moins immédiat, en tout cas avec les services écosystémiques au sens large. Et bon, c'est vrai que de plus en plus on entend parler de symbiote, on entend parler, je dirais, de la biodiversité dans toutes ses dimensions. Mais encore aujourd'hui, je pense que certains pensent que c'est simple de parler de biodiversité et que c'est simple d'afficher des actes concrets ou fumeux autour de la biodiversité. Et c'est vrai que nous, c'est ce qui nous a fait réagir, en tout cas dans la formation. Je pense qu'on va peut-être plus former de responsables RSE que d'agriculteurs à Purpan, parce qu'il y a des représentations qui les amènent à faire tellement de choses contre-productives. Je pense à une ruche sur le toit ou un hôtel à insectes qui va attirer des abeilles solitaires tout ensemble alors qu'elles sont solitaires habituellement, et donc elles vont se transmettre des maladies, attirer leurs prédateurs et finalement faire plus de mal que de bien.
alors que en fait, c'est un déficit, c'est un aveu d'échec sur une offre d'habitat pour ces abeilles solitaires, si je prends cet exemple. Alors, effectivement, tu ne vas pas le dire, mais quand on prend ces exemples, on parle un peu finalement un peu de greenwashing, c'est-à-dire on commence à faire de la biodiversité, mais finalement on ne prend pas en compte tout l'écosystème. Je sais pas faut pas toujours blâmer celui qui parle de biodiversité. Peut-être qu'il est très légitime d'une part et très sincère dans sa volonté de faire. Simplement, des fois, il ne sait pas. Et on ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir. On peut être là juste pour lui répondre quand il ne sait pas. C'est vrai que peut-être plus jeune, j'étais un peu réactif quand j'entendais parler de bêtises autour de mes disciplines. Et j'avais tendance un peu à fermer la porte en disant, bon, ils font semblant, j'ai autre chose à faire. Mais je pense que quand il y a de la sincérité, qu'il y a aujourd'hui en plus, enfin je sais pas, on est quand même poussé, quoi. On voit bien qu'on a besoin de monter en puissance sur ces questions-là. Faut répondre et il faut répondre juste. Florian, est-ce que par rapport à ce que Hervé dit, est-ce qu'il y a une forme de culpabilisation? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que alors, je vais le dire autrement. Est-ce que finalement, quand on travaille avec les professionnels, l'approche que vous avez, c'est plutôt de travailler sur d'autres images, de déculpabiliser un petit peu, parce qu'effectivement, on peut avoir tenté des expériences, on dit on s'y prend mal, etc. Est-ce qu'il y a aussi ce travail d'accompagnement? L'idée, oui, c'est de fournir des connaissances. C'est-à-dire que, comme ça a été dit, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place et très souvent, ça peut amener à des échecs et du coup, c'est souvent parce que ça n'a pas été réfléchi, il n'y a pas eu de compétences scientifiques qui ont été amenées. Et dans notre idée, c'est vraiment de former des gens qui sont capables, qui ont déjà des bases, donner ces bases-là, ces compétences, et qui sont capables aussi d'aller chercher les savoirs pour éviter le problème du piège à insectes. Mais vous avez la même chose avec les murs à moineaux qui font cuire les poussins en été parce que ils sont trop bien exposés et que du coup, ça crée des vrais problèmes au niveau de la biodiversité alors qu'on veut sauver. Et l'idée, c'est pas de culpabiliser les gens. On a aujourd'hui des très grandes entreprises qui décident de se déployer, d'essayer d'améliorer les choses pour plein de raisons. Et il faut former des cadres qui sont capables d'avoir un regard scientifique sur ces actions-là, tout en comprenant aussi les impératifs d'une entreprise. Alors justement, on parle de compétences agro, c'est aider à accompagner. Est-ce que vous pouvez donner, sans donner les noms des entreprises, mais des exemples de secteurs d'entreprises et comment, en gros, des exemples concrets, comment vous les accompagnez? Toi, tu es plutôt sur la partie production de la gestion foncière. Alors moi, sur la partie, c'est pas production, là, l'exemple que j'ai en tête. Mais, oui, pardon, alors je te laisse. Non, mais il y a des entreprises... je n'ai pas le droit de lire le nom parce que jusqu'en 2033, je me suis renseigné, oui. Qui ont des fonciers énormes et qui ne sont pas utilisés pour la production, mais par contre qui ont une vraie volonté d'améliorer la qualité des milieux dans ces domaines-là, et du coup qui font appel à notre expertise pour aller vers une meilleure gestion, une amélioration de la biodiversité et du fonctionnement des milieux. Et du coup, ça c'est plutôt gratifiant. Et on voit qu'en fait, il y a plein d'initiatives qui vont un peu dans tous les sens. Et je pense que nos étudiants vont être là pour arriver à structurer tout ça. Je compléterai sur le fait que, par rapport à la question précédente, beaucoup d'entreprises ne cherchent pas à communiquer sur ce qu'elles font de bien ou de vert. Et ça, c'est un bon critère déjà. Un bon indicateur. Voilà, un bon indicateur pour entrer dans la discussion. Et beaucoup le font, et de plus en plus, pour garder leurs salariés, ou pour fidéliser leurs salariés, et pour les recruter. Et là, ça commence à devenir intéressant, parce qu'ils flippent tout simplement, et ils veulent faire bien, absolument très bien dès le début. Il y a des jeunes générations qui sont parfois mieux formés que leurs cadres sur ces questions-là. Et donc, oui, je pense que l'enjeu, il est là aussi, quoi. D'accord. Et pareil, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Oui, alors je n'ai pas non plus le droit de donner les noms de mes partenaires, mais par contre, je peux dire que là, pour le coup, on est chez nous. On a deux campus, on a un campus avec 2 sites à l'école, une ferme de 250 hectares et un campus en ville de 26 hectares. À la limite, notre campus en ville, il ressemble un peu à l'emprise de certaines entreprises, avec beaucoup de monde, 1700 étudiants et des salariés, et de l'espace. Donc là, on va beaucoup axer sur des fonctions très positives et très comprises, de confort thermique, par de la tonte différenciée, par de la végétalisation des façades avec des vignes hybrides par exemple, ou tout simplement autour des bâtiments,
parce que le gestionnaire des sites me dit Hervé, il ne faut pas faire trop dégueulasse non plus, on met des vergers. Voilà. Tous les arbres qui sont plantés donneront des fruits avant fin juin et à partir de début septembre, parce que c'est pas pour les oiseaux que pour les oiseaux, c'est aussi pour nous, quoi. Et sur le site de la ferme, là, il y a plusieurs enjeux parce qu'on a une plateforme agronomique, on a de l'élevage laitier. Donc c'est à la fois travailler sur les parcours sylvopastoraux pour les génisses, à la fois travailler sur des mésoparcelles, parce qu'on a des tests systèmes en agronomie, où là on va tester des IAE adaptés aux productions en place. Donc on peut travailler à multi-échelle sur la ferme de l'école et c'est très intéressant. Oui, on peut montrer surtout beaucoup de choses très concrètes. Alors, on en a parlé, c'est un peu aussi le leitmotiv. L'accompagnement des entreprises, c'est aussi une démarche scientifique, parce que vous êtes des enseignants-chercheurs. Cet accompagnement, c'est un peu la même question. Est-ce que, quand on parle de biodiversité, les personnes que vous avez devant vous, elles n'ont pas forcément une formation en sciences du vivant? Est-ce qu'il y a des prérequis pour travailler sur la biodiversité? Comment on accompagne les entreprises? Alors, ouais, les gens qu'on a en face, c'est souvent des ingénieurs hydrauliques ou des gens qui ont pris en charge un service qui était déjà dans l'entreprise et qui ont une vraie volonté, qui sont très motivés. Ça, c'est super, mais je pense quand même que des gens qui n'ont pas fait de biologie depuis la seconde, c'est un peu compliqué. Et je pense qu'il y a un vrai besoin, par quelques cours, des formations simples, retrouver le contact avec cet objet biodiversité. Je pense que c'est un vrai prérequis pour avancer sur ces questions-là. Hervé ? Dans la formation, par exemple, on travaille beaucoup sur des indicateurs indirects, c'est-à-dire ce que les gens peuvent voir, pas forcément ce qu'il y a derrière. Moi, je ne peux pas blâmer quelqu'un qui n'est pas entomologiste, même si j'aimerais avoir plus de copains entomologistes, forcément. Mais je peux expliquer que telle structure, tel habitat peut bénéficier à tel ou tel taxon. Et donc ça, quiconque peut observer, quiconque peut apprécier. Et moi, je axe beaucoup mes formations sur des indicateurs indirects. Et j'explique ce qu'il y a derrière. Et la science est là aussi pour nous aider. Il y a quand même beaucoup de publications sur le sujet. D'accord, donc l'accompagnement, c'est possible. Voilà, mais on est bien d'accord qu'il faut que ça soit adapté à chaque cas de figure. On ne peut pas avoir une formation, un modèle n'est pas exportable forcément sur un autre territoire ou systématiquement. Je sais pas. Ouais. Je pense qu'il y a des bases quand même qui sont communes. Après, c'est sûr que l'écologie méditerranéenne ne va pas être la même chose que l'écologie tempérée. Oui. Mais je pense qu'il y a quand même un corpus qui est assez commun. Mais après, on peut différencier par site quand on veut aller plus loin, selon la contrainte en fait, que subissent les milieux. Alors, mot de conclusion. Voilà. Est-ce que finalement, les entreprises, les collectivités avec qui vous travaillez, finalement, la biodiversité, il y a une forme de pression pour garder ses salariés, mais est-ce que finalement, c'est gagnant-gagnant pour eux? Mais sur les aspects production, ça peut vraiment être du gagnant-gagnant. Quand on connaît son système, on peut l'améliorer et puis on peut arriver à bénéficier de tous les services qui sont nécessaires. Oui, je pense que c'est du gagnant-gagnant. Dans certains cas, il y a forcément un peu de perdants, mais dans l'équilibre global, je trouve que c'est quand même intéressant. Ouais. Hervé ? Ouais, clairement, on peut lister tous les services écosystémiques qui peuvent être représentés dans un lieu donné, sur le site d'une entreprise par exemple, sur l'aspect hydraulique, sur l'aspect accueil de la biodiversité, sur l'aspect confort thermique. Il y a tellement de choses à dire qu'en général, on arrive assez bien à convaincre qu'il faut y aller. Ouais. On n'a pas le choix de toute manière, hein. C'est la seule solution qu'on a trouvée pour sauver l'avenir. Hein. Écoutez, merci pour ce témoignage. Merci, on peut les applaudir.